bonsoir à tous. À la une de ce journal, la controverse autour du statut spécial des régions du nord-ouest et sud-ouest déchaîne la passion et déchaîne les flammes dans le chaudron de la crise anglophone après l'incendie de la maison du parlementaire SDF Joseph Mbandam. Un maire SDF renonce aux élections législatives, municipales également, dénonçant l'insécurité des attaques ciblées contre certains élus locaux dans les régions en guerre du nord-ouest et sud-ouest. Au regard de cette insécurité galopante et la persistance des violences meurtrières, les parlementaires américains interpellent les Nations Unies sur l'urgence d'une résolution pour un cessez-le-feu au Cameroun et l'ouverture d'une enquête internationale indépendante. Dans la foulée, ils menacent le Cameroun de nouvelles sanctions diplomatiques. Nous en parlerons dans ce journal. Et face à cette pression internationale, le Code de la décentralisation et les nouvelles dispositions du statut spécial sont-elles des réponses appropriées aux problèmes que posent les populations de ces deux régions en guerre? Nous en parlerons dans le chapitre consacré à cette actualité. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après avoir rencontré les autorités camerounaises il y a quelques mois, des parlementaires américains ont décidé de sortir de leur réserve pour adresser encore une correspondance au président de la République du Cameroun sur la gestion de la crise anglophone. Dénonçant l'échec des initiatives gouvernementales prises jusqu'ici et interpellant le gouvernement camerounais sur l'urgence d'engager des négociations inclusives avec les chefs des groupes armés séparatistes et les chefs de l'opposition, ces parlementaires américains menacent le Cameroun de nouvelles sanctions diplomatiques si rien n'est fait pour résoudre cette crise qui a déjà causé des milliers de morts selon un décompte effectué par les Nations Unies. La quintessence de cette correspondance des parlementaires américains adressée au chef de l'État du Cameroun, c'est avec Jean-Paul Chouniat. Dans un courrier adressé à Paul Biya, le président camerounais, 9 membres du Congrès des États-Unis rejettent le statut spécial accordé au nord-ouest et au sud-ouest, deux régions du Cameroun en crise depuis 2016. Ces parlementaires américains exigent à Paul Biya d'accepter la médiation suisse pour mettre fin à un conflit armé qui a déjà fait près de 2000 morts, 710 000 déplacés internes, 44 000 réfugiés au Nigeria et 855 000 enfants privés d'éducation. Peut-on lire sur cette correspondance de 3 pages. Face à une situation humanitaire préoccupante, auprès de 2 600 000 personnes ont besoin d'assistance. Les congressmen font savoir que seul un cessez-le-feu durable ramènera la paix pour un climat propice à la tenue véritable des élections du 9 février 2020. Et doutant de la capacité de l'ECAM à organiser des élections réussies, ces Américains demandent à Paul Biya d'engager des pourparlers avec l'opposition en vue de la réforme des institutions et du code électoral, à même de garantir des élections crédibles. D'autre part, ces parlementaires du pays de l'oncle Sam dénoncent les récentes manœuvres des autorités administratives ayant refusé de signer les dossiers de candidats de l'opposition en course pour les prochaines élections. De même, ils engagent le régime de Yaoundé à un dialogue inclusif véritable qui permettrait l'implémentation des résolutions du Grand Dialogue national. Rappelant à Paul Biya la suspension de l'aide militaire des États-Unis en février dernier et l'éjection du Cameroun de la Goa, les 9 du Congrès menacent le gouvernement camerounais, brandissant de revoir les relations bilatérales de leur pays avec le Cameroun. Sur les massacres et viols que le gouvernement impute aux seules bandes armées dans les deux régions, les membres du Congrès américain rejettent ces accusations, tenant pour responsables les deux belligérants, d'un côté les bandes armées et de l'autre les forces de défense et de sécurité, martèlent les parlementaires américains dans leur lettre du 12 décembre 2019 à Paul Biya. Une dizaine de jours plus tôt, c'est le chairman de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre basse du Parlement américain qui a interpellé la représentante des États-Unis à l'ONU sur ce conflit armé dans les régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Dans cette correspondance, le parlementaire Elliot Engel reproche au gouvernement camerounais de refuser l'accès aux organisations internationales des droits de l'homme pour identifier les auteurs des crimes horribles commis sur le théâtre de la crise anglophone. Le
chairman de cette commission des affaires étrangères de la Chambre basse du Parlement américain, demande à la représentante de son pays à l'ONU de faire adopter une résolution onusienne pour appeler à la fin des violences meurtrières au Cameroun. Il demande également que l'ONU mette sur pied une commission internationale d'enquête indépendante pour faire la lumière sur les faits et les circonstances de violations graves des droits humains. Selon le chairman de la commission des affaires étrangères à la Chambre basse du Parlement américain, il s'agit d'envoyer un signal fort au gouvernement camerounais et aux groupes armés séparatistes que la communauté internationale ne fermera pas les yeux sur les graves violations des droits de l'homme perpétrées sur le théâtre de la crise anglophone. Et dans ce contexte préélectoral tendu, que pense la classe politique camerounaise? D'aucuns estiment que cette pression internationale est fondée au regard de la mauvaise gestion de la crise anglophone. D'autres partisans du parti au pouvoir balayent d'un revers de la main ces interpellations de la communauté internationale, estimant que le Cameroun est un pays souverain. Pour autant, des questions et des critiques fusent sur ce statut spécial octroyé, en vue d'être octroyé à ces régions du nord-ouest et sud-ouest. D'aucuns estiment que ce statut spécial est vide, un avis que ne partagent pas des militants du RDPC. Ils croisent leur regard dans ce reportage que signe Flavien Walondongo. La correspondance des parlementaires américains adressée au président Paul Biya pour exiger le retour à la paix dans les régions anglophones en crise avant la tenue du double scrutin de février 2020 ne cesse de susciter des réactions au sein de la classe politique camerounaise. Les leaders politiques disent que non. Pour les régions du sud-ouest et du nord-ouest, nous avons computé les dossiers à Yaoundé. Vous croyez que les Américains n'entendent pas? Ils vous suivent, ils comprennent et ils savent que tout ce qui a été fait, même pour le dépôt des candidatures, était irrégulier. Personne ne pouvait aller dans cette zone-là. On a quelqu'un qui a parlé des listes déposées dans le Lébialem. Lébialem, on connaît. Ça fait plus de 2 ans que personne ne peut y aller. Si l'analyste politique soutient les propos des représentants du Parlement américain, au RDPC, l'on estime que c'est une sorte de diabolisation du Cameroun, saupoudrée d'un zeste de découragement des citoyens à la chose politique. Ce sont des individus qui ont pris des initiatives personnelles, leur opinion par rapport, n'est-ce pas, à la gestion du pays, et dont nous connaissons les enjeux. Faudrait-il que je le dise encore ici, que le partage de l'Afrique intéresse effectivement les grandes puissances? Il est important qu'il y ait les élections et que ce n'est pas parce qu'un parti politique a fui les élections ou ne participe pas aux élections qu'il faudrait ameuter la communauté internationale pour qu'on arrête les élections. Pour le MRC et alliés, ne pas dire la vérité un dimanche, c'est blasphémer. Le régime de Yaoundé devrait donc assumer les incongruités édictées par les parlementaires américains qui voient mal la tenue d'un scrutin dans un contexte de crise. Je ne pense pas qu'on peut rire quand on parle d'élections dans un pays où peut-être ceux qui ont eu la chance de déposer leur dossier de candidature dans le nord-ouest et du sud-est ont dû s'exfiltrer pour aller le faire à Yaoundé, simplement parce que localement, ils ne peuvent plus le faire. Je me pose bien la question, quand ils seront élus, d'abord ils seront élus comment? Quand même simplement pour déposer leur dossier, ils n'ont pas pu le faire sur place pour des élections locales. Par qui seront-ils donc élus si localement ils n'ont pas pu candidater et faire campagne? Vous voyez donc que c'est le serpent qui se mord la queue. À propos du statut spécial attribué aux régions anglophones, l'analyste politique révèle que c'est un concept sans véritable contenu devant satisfaire les attentes des populations qui souhaitent le changement véritable. C'est une régression face à ce que le grand dialogue a décidé. On vous a dit de laisser ça indépendamment. Qu'est-ce qui empêche, puisqu'on veut créer une assemblée, qu'est-ce qui empêche de donner à cette assemblée plein pouvoir pour légiférer en tout? Qu'est-ce qui vous empêche? Parce que vous êtes le grand Dieu en haut là-bas et vous donnez des miettes à qui vous voulez. Si vous ne voulez pas donner d'assemblée, ne donnez pas. La correspondance des parlementaires américains à Paul Biya et les incohérences du code de la décentralisation sur le statut spécial des régions anglophones constituent des actualités qui préoccupent les acteurs politiques. Et sur le chaudron de la crise anglophone, il y a l'incendie de la maison du député SDF Joseph Mbandam, survenu ce week-end. D'aucuns l'attribuent à des groupes armés qui avaient déjà interpellé le SDF sur la volonté, la nécessité pour ce parti de renoncer à sa présence à l'Assemblée nationale.
Une information qui n'est pas confirmée pour le moment. Pour autant, après cet incendie, il survient au moment où le SDF est à l'Assemblée nationale pour la session extraordinaire concernant l'examen de ce fameux projet de loi portant code de la décentralisation et octroyant un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Et après cet incendie, il y a un militant SDF, Tanjo Friedrich Techu, qui est également maire SDF, qui a renoncé à cette élection municipale, dénonçant des attaques ciblées contre certains élus locaux dans les régions en guerre. Il a dit ces incendies ciblés ne peuvent continuer au regard du combat que mènent les élus et parlementaires pour les populations du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Il renonce aux élections municipales au moment où son parti est déjà engagé dans le processus électoral, au moment où les listes ont déjà été publiées pour cette élection législative et municipale à travers le triangle national, élection prévue en février 2020. Et parlant de ce code de la décentralisation, il y a également des Camerounais qui ont réagi sur la toile, critiquant certains articles de ce projet de loi portant code de la décentralisation, notamment les critères d'élection des présidents des conseils régionaux et des super-maires des villes au Cameroun. Par contre, d'autres n'y voient aucun inconvénient, estimant qu'il s'agit de protéger les populations autochtones, un concept qui suscite lui aussi la controverse. Des réactions captées dans ce reportage que signe Kediara. Le projet de loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées suscite de vives réactions de la classe politique camerounaise. Au centre de celle-ci, l'article 246 relatif à l'autochtonie du maire de la ville, un article qui fait dire à Maître Mbomo Timban, avocat au barreau du Cameroun et de Paris. Soumettre toute candidature de citoyen à être maire d'une ville à l'obligation d'origine, de naissance et de l'ethnie, en vertu de l'article 246 du Code général de la décentralisation, actuellement en examen au Parlement, est anticonstitutionnel. Une conclusion qu'il tire de la lecture des articles 2 et 13 de la Charte africaine des droits de l'homme qui proscrit toute limitation de liberté ou de droits protégés par la Charte sur des critères d'ethnie, d'origine, de naissance. Ce point de vue est partagé par Célestin Djamène, militant au MRC, pour qui ce projet de loi, directement inspiré de l'apartheid sud-africain et haine promulgable en l'État car contraire au préambule de la Constitution du Cameroun et à toutes les conventions et chartes internationales signées et ratifiées par l'État du Cameroun. Si le président de la République s'évertue à promulguer cette loi, qui consacre le racisme et le tribalisme, s'en serait terminé pour la République, du moins pour le concept de nation camerounaise. La République du Cameroun devient ipso facto l'union des communautés villageoises du Cameroun et par ricochet, le nom Cameroun devrait être rebaptisé à l'ONU. Contrairement aux deux premiers, Jean-Robert Wafou, cadre au SDF, lui, décide de voir le verre à moitié plein. S'il est constant que l'article 246 relatif à l'autochtonie du maire de la ville est à supprimer du fait de son caractère anti-républicain, nocif et potentiellement explosif pour l'intégration nationale et notre vivre ensemble, il ne faudrait surtout pas que les Camerounais s'intéressent uniquement à cet article, alors que le Code général des collectivités territoriales décentralisées comporte 501 articles au total. Il poursuit son analyse en relevant des avancées, insuffisances et des pièges qui méritent d'être relevés dans les 500 autres articles de cette loi, notamment la suppression de la communauté urbaine et l'instauration de la mairie de la ville, dirigée par le maire de la ville, qui sera désormais élu par les maires des communes d'arrondissement et les grands conseillers issus de chaque commune. Le recrutement et la gestion par les communes d'arrondissement du personnel infirmier et paramédical des centres de santé intégrés et des centres médicaux d'arrondissement, pour ne citer que cela. Dans le reste de l'actualité, des Camerounais titulaires d'un doctorat et recalés lors du recrutement spécial des enseignants à l'université maintiennent la pression. Malgré la multiplication des réunions avec le gouvernement, ils continuent de réclamer leur recrutement au sein de la fonction publique. Ils s'insurgent contre les tripatouillages et discriminations dans le processus de recrutement de ces jeunes enseignants dans les universités d'État au Cameroun. Emmanuel Diop
et Gizogo. Au pied de l'immeuble qui abrite le ministère de l'Enseignement supérieur à Yaoundé, les docteurs PhD recalés du recrutement des 2000 enseignants dans les universités d'État entament leur 3e jour de protestation. Sur le macadam, transformé en lit de fortune, les manifestants sont pour la plupart couchés, signe qu'ils sont partis pour s'installer. La journée a commencé par une bonne nouvelle, la rencontre avec le Premier ministre. Nous avons pu faire un hommage d'honneur au Premier ministre qui a pu s'arrêter pour s'enquérir de la situation. Après, il nous a demandé qu'il voulait nous rencontrer. Nous lui avons fait simplement savoir que nous sommes en train d'attendre nos camarades qui viennent des autres villes, des autres universités du Cameroun, et nous sommes en train de confectionner la liste de tous ceux-là comme nous qui n'ont pas été recrutés dans le cadre de ce recrutement spécial. A contrario, le ministre de l'Enseignement supérieur est resté droit dans ses bottes, demandant tout au plus aux recalés de venir plutôt à lui. Le ministre d'État, le professeur Jacques Fomen-Diongue, nous a envoyé ses collaborateurs. Et il nous demande de monter le voir pour que nous ayons des échanges avec lui sur notre situation. Une offre que rejettent les recalés, lesquels privilégient plutôt leur propre démarche. Nous sommes calés sur notre position, c'est que nous voulons notre recrutement. Et la seule chose que nous pouvons avoir comme argument convaincant, c'est la liste de tous ceux-là qui revendiquent leur recrutement, c'est la liste de tous ceux-là qui ont envie de servir ce pays, c'est la liste de tous ceux-là qui, de manière injuste, n'ont pas été recrutés. C'est cette liste-là que nous sommes en train de confectionner et que nous allons servir à notre ministre de tutelle. Minutieusement donc, les listes sont confectionnées, tandis qu'on ne se prive pas de reprendre des forces avec des fruits ou encore de l'eau. Mais la tension monte au point que le drame n'est pas loin, à l'image du docteur Brigitte Lekane-Mvumu qui a déjà tenté de s'immoler à 2 reprises, soulignant crucialement la question de ceux des candidats pratiquement frappés par la limite d'âge. Il y a des cas qui sont à la limite d'âge et que passé le 31 décembre, ils ne pourront plus en aucun cas être recrutés parce que la limite d'âge c'est 45 ans. Nous tenons à ce que ces cas-là qui ont été admissibles et qui remplissaient les conditions au moment où on lançait ce recrutement, nous tenons à ce qu'ils soient recrutés parce qu'ils ont le droit d'être recrutés. À distance, le bras de fer entre les recalés et les recrutés a tourné à l'avantage des premiers. La marche de soutien au ministre de l'Enseignement supérieur et des remerciements à Paul Biya a fait long feu. Seule une poignée de marcheurs a donné signe de vie. Plus que jamais, les recalés affichent leur détermination. Tant que nous ne sommes pas recrutés, nous ne pouvons pas bouger. Parce que cela y va de notre vie, cela y va de notre destin, cela y va du sens même que nous avons donné à notre vie. Parce que toute notre vie, nous avons consacré à la recherche universitaire. Ils annoncent en outre ne pas exclure une grève dès la fin. Après le tournage d'Equinox Télévision, la gendarmerie est arrivée sur les lieux sans pour autant évacuer les docteurs recalés. Parmi ces manifestants, il y a des candidats à ce recrutement spécial qui ont dépassé la limite d'âge fixée à 45 ans. Écartés dans le processus de sélection de ces enseignants intégrés à la fonction publique, ils se plaignent de cette exclusion. Pourtant, ils sont des vacataires en service dans les universités d'État depuis de nombreuses années. Ils interpellent le gouvernement sur la nécessité de mettre sur pied un traitement particulier pour leur cas. Je vous propose de les écouter. Vous adhérez, vous partez, Nous sommes environ au nombre de 65 enseignants vacataires et qui forment les enfants qui aujourd'hui sont devenus des collègues et qui sont recrutés et qu'on dise que nous sommes devenus vieux. Alors que depuis pratiquement 2011, après le recrutement spécial, il n'y a plus jamais eu de recrutement ouvert au Cameroun. C'est comme l'État pensait que nous avions refusé de travailler. Or, ce n'est pas ça. L'État n'a pas ouvert des postes que nous devions occuper. Et chaque année, il y a des mises en retraite. Mais malheureusement, même les remplacements numériques sont rares. Mais ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons être recrutés maintenant, dans cette vague. Parce qu'on dit, attendez
telle année, attendez l'année suivante. En attendant, nous deviendrons encore plus vieux. Et le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, fait savoir que jusqu'ici, 1237 titulaires du doctorat PhD ont été recrutés par la Commission centrale de supervision de cette opération, présidée par le ministre secrétaire général des services du Premier ministre chef du gouvernement. Le ministre, le professeur Jacques Famdongo, annonce un point de presse demain, mardi, sur cette question de recrutement spécial des enseignants dans les universités d'État, qui est une décision du président de la République et qui suscite ces manifestations depuis plusieurs jours dans l'enceinte de son département ministériel à Yaoundé. Parlons à présent des circonstances de l'assassinat d'un homme à la sortie d'une banque à Douala. La scène digne d'une scène hollywoodienne avait suscité la frayeur dans la capitale économique. La gendarmerie nationale a mis la main sur les principaux suspects de cet assassinat. La reconstitution des faits donne froid au dos. Le récit avec Isabelle Carole Zepet et Innocent Abega. Voici les 4 présumés malfrats qui auraient abattu le caissier du supermarché Santa Lucia le 2 décembre dernier, en plein cœur du quartier administratif Bonondjo à Douala. Ils ont été interpellés par la gendarmerie nationale sous la coordination de la Légion du Littoral. La réactivité et le professionnalisme des hommes ont permis de mettre la main dès le jeudi 5 décembre 2019 à Douala sur le nommé Yaouba alias DG. Les autres protagonistes seront interpellés successivement. C'est l'un des survivants de la fusillade qui a permis de mettre la main sur ce gang de présumés malfrats. Le coup a été préparé avec des complicités internes au supermarché Santa Lucia. En effet, le nommé Foto Victor, que vous avez vu tout à l'heure, alias Tao, est chargé de la sécurité du caissier central de la Société de commerce général Santa Lucia, basée à Bonamoussadi. Ce dernier a donc constaté que le caissier de l'agence Santa Lucia de Ange Raphaël versait les plus gros montants suivis du caissier de Bali. Fort de ces informations, il contacte le nommé Souleymane, alias Camara, repris de justice, dont il a fait la connaissance en prison. Il donne toutes les indications et conformément aux informations pertinentes pour fomenter le coup. Ces hors-la-loi sont passés aux aveux à la reconstitution des faits sur le terrain. Mais tout passé, c'est parti pour voler. On a tué quelqu'un, prendre de l'argent. Et toi, ton rôle dedans, c'est quoi? C'est moi qui ai tué. C'est moi qui avais l'arme. Je travaille dans le site. Donc j'ai vu comment on sortait avec l'arme le lundi. C'est comme ça que je suis parti le voir, Camara, pour qu'on aille prendre l'argent. Au cours de cette journée fatidique du 2 décembre 2019, Kenyen Defo David a été abattu à bout portant à l'entrée d'une banque où il allait effectuer une opération de versement de 20 millions de francs CFA. Pactole qui avait été emporté par les malfrats. Les forces de maintien de l'ordre invitent les opérateurs économiques de la ville de Douala à faire preuve de prudence et de discrétion dans la conservation, la manipulation et le transport de fortes sommes d'argent. Dans la localité de Ngoumou, le désenclavement de ce bassin de production et les difficultés d'accès aux services sociaux de base sont des défis majeurs pour le prochain exécutif municipal dans cette localité située dans la région du centre. Les populations dressent un chapelet de doléances et de critiques à l'encontre des pouvoirs publics qui, selon ces populations, les ont abandonnés dans le sous-développement. Reportage Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. À moto, nous nous autorisons un périple dans quelques-uns des 6 groupements et 52 villages que compte l'arrondissement de Ngoumou. Premier constat, le mauvais état du réseau routier. On a les difficultés de rouler et comme hier, tu portes 2 places. Nous avons la chance que dans pluie n'est pas tombé partout, mais notre parcours n'est pas moins parsemé d'embûches. Que ce soit à Zoyambi, Yena Yena
et Bolboum ou Kolmelen. Ces localités ont besoin de routes praticables. Celles qui existent et qui sont en réalité des pistes rurales doivent être régulièrement entretenues, ce qui va permettre de désenclaver les principaux bassins de production. L'arrondissement d'Ongoumou en général, disposant d'un fort potentiel agricole qui ne demande qu'à être exploité. Il y a beaucoup de choses à faire et cette agriculture, je vous le dis, c'est une agriculture primaire qui mérite d'être encouragée. Des rapports vont être faits aux autorités compétentes pour que le cadre de vie des agriculteurs soit amélioré afin que la production augmente de manière considérable, pour que cet arrondissement, notre arrondissement de Ngoumou, puisse également contribuer à la floraison de l'économie nationale. L'adage est bien connu, l'eau c'est la vie. Dans plusieurs villages de l'arrondissement de Ngoumou, le précieux liquide coule à flot, comme ici à Kolmelen. Je suis très contente, même à minuit je peux puiser l'eau. J'ai l'eau à 2 pas de la maison, donc je suis très contente. Et ensuite c'est de l'eau potable. À une certaine époque, nous buvions de l'eau qu'on prenait dans des coins retirés et cette eau nous donnait des maladies. Aujourd'hui, nous avons de l'eau potable. Et cette eau nous permet, on peut se laver avec, on peut préparer avec et sans attraper des maladies. Si l'eau est autant disponible, c'est grâce au projet eau potable conduit dans plusieurs localités du pays par la Fondation Saint-Martin de Bar en Suisse. Dans les communautés, on crée les comités de gestion et après cela, il faut une caisse pour qu'en cas de panne, qu'il y ait un peu d'argent pour qu'ils viennent payer et qu'on aille dépanner. Non, mais c'est juste une contribution parce qu'en réalité, les populations donnent 50 000, mais la panne est plus de 50 000. Sur le plan de la santé, il y a encore beaucoup à faire. Certes, des centres de santé intégrés existent dans plusieurs villages, mais l'insuffisance du personnel soignant et la vétusté des équipements plombent les performances et la qualité des soins offerts aux populations. Heureusement que dans certains villages, comme ici à Otélé, des structures sanitaires privées, à l'instar d'Aluchem, viennent en renfort. Parce qu'à une certaine époque, quand on avait un cas grave de maladie, il fallait aller soit en Ngoumou, soit à Yaoundé. Et le patient pouvait décéder en cours de route. Et même comme la route est très mauvaise, on arrive quand même en moto, on se soigne. Toutes les populations ne sont malheureusement pas logées à la même enseigne en termes d'accès aux services sociaux de base. C'est dire que le prochain exécutif communal de Ngoumou aura du pain sur la planche pour améliorer le cadre et les conditions de vie des populations, lesquelles attendent de pied ferme les équipes de campagne pour leur présenter les doléances. Au regard des énormes retards décriés dans la construction et l'aménagement routier au Cameroun, l'ancien ministre des Travaux publics a fait des révélations troublantes sur les désaccords entre membres du gouvernement qui peuvent impacter sur l'exécution de certains projets routiers. Patrice Ambassala était l'invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Il a partagé son expérience en tant que ministre des Travaux publics entre 2011 et 2015. Je vous propose de suivre ce morceau choisi de son expérience et ses désaccords entre plusieurs membres du gouvernement sur l'exécution des projets routiers au Cameroun. Lorsque vous êtes, on consacre un ministère des marchés publics, on dit autorité contractante. Et vous êtes maître d'ouvrage. C'est vous qui prévoyez ce que vous allez réaliser comme ouvrage. Et l'autorité contractante, sur la base des textes existants, fait les appels d'offres, analyse les offres et attribue le marché. Et sur la base de votre appel d'offres que vous lui avez envoyé, vous produisez un contrat. Et vous le lui envoyez pour qu'il le mette en forme et le signe. Il se trouve que dans cette on va appeler ça navette-là, quelqu'un outrepasse les pouvoirs qui sont les siens. Il change d'autorité à un contrat. Et vous, le ministre des Travaux publics, qui est maître d'ouvrage, ne peut pas l'accepter. Donc il est en désaccord avec le ministre des Marchés publics. Ça vous est arrivé, vous, en 2015 ? Pas en 2015, pendant le temps que j'étais là. Oui, enfin, je prends le cas de 2015. Comment vous, je veux dire, aujourd'hui avec le recul, vous dites quoi? Non, pas avec le recul. J'ai manifesté le désaccord étant au gouvernement. Oui, avec le ministre Abbas Addo. Bon, moi je ne cite pas les noms, avec le ministère des marchés publics.
Quelles sont les conséquences de tels désaccords dans des projets aussi importants? Ce qu'on a là. Qu'est-ce qu'on a là, monsieur le ministre? On a changé une entreprise, on n'a pas conçu la route dans le temps. On est en train de chercher à mettre une autre. Un public reportage dans ce journal, MTN Cameroun a permis à une centaine de jeunes venus de toutes les régions du pays de bénéficier d'un stage de formation. Ils ont reçu leur attestation lors d'une cérémonie présidée par le directeur général de MTN Cameroun à Douala. Reportage. Ambiance des grands jours à l'esplanade de la direction générale de MTN Cameroun à Douala. Des jeunes aux couleurs de l'entreprise sont réunis pour la cérémonie de fin de stage. Ce sont 100 jeunes venus de toutes les régions du Cameroun qui se sont frottés aux réalités de l'entreprise qui leur a grandement ouvert ses portes pour une réelle imprégnation. C'était très important pour MTN d'investir dans la jeunesse au Cameroun et de leur donner des opportunités de formation. On a commencé il y a 6 mois et ça a été un énorme succès. Un succès où nous sommes très très fiers. Et que nous allons continuer à partir du mois de janvier. C'est un network entre eux, c'est un network avec MTN, c'est un network avec les partenaires d'MTN. Et j'espère qu'ils vont utiliser ce network et la connaissance et la formation qu'ils ont eue pour trouver un futur encore plus bright qu'ils l'ont aujourd'hui. Une occasion en or que ces jeunes ont su mettre à profit durant leur stage, animés par le désir d'apprendre et surtout de se perfectionner. Une expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Avec ma formation en sciences politiques, je ne pensais pas que je ferais un stage dans une entreprise comme MTN. Et déjà, quand j'ai passé les entretiens, j'ai été retenu. Déjà, c'était un exploit pour moi. Et mon stage, j'étais à MFS Mobile Financial Service où j'ai appris beaucoup de choses avec mon superviseur qui m'a motivé à me surpasser et à vouloir m'adapter à un nouveau domaine de connaissances, marketing communicationnel plus particulièrement. Je suis content de m'être déplacé de si loin. Before coming here, I was always like, what can I really give an institution? I mean, I just left school. I'm actually graduating today from the university. So I just left school, I haven't done anything and I had nothing to offer. But when I came here, MTN offered me a platform of like every opportunity that I could get. So today I can say that I can work well with people. I can work on my own to solve problems. I could reconcile big accounts that have been pending for a while. I could help in reconciling them and I could prepare documents that will be used by third-party organizations. That's to say that I can, anywhere I go to right now, I can do better. Au lancement de la campagne, l'entreprise a reçu en moyenne 8000 postulants, 200 ont été retenus. Parmi eux, 100 jeunes ont pris part à la première phase. Les 100 autres seront formés entre janvier et juin 2020. Une initiative encouragée par le gouvernement. Cette initiative a permis à une centaine de jeunes Camerounais déjà de participer à un stage dans une très grande entreprise. Et ce stage a permis à chacun des jeunes de voir quels sont les différents corps de métier existants dans cette entreprise. Nous invitons les autres à se joindre à MTN pour que nos jeunes qui sortent des institutions de formation aient la possibilité de toucher du doigt les réalités du monde du travail. Tout est bien qui finit bien pour ces stagiaires qui repartent pétris d'expérience, avec chacun un parchemin qui atteste de son passage chez MTN Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Le projet de loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées, dans son article 246 alinéa 1, pose problème parce que le débat sur l'autonomie est relancé. La personnalité qui doit être élue à la tête des grandes villes doit être une personnalité autochtone. C'est du moins ce que révèle l'alinéa 1 de l'article dont vous venez de faire mention. Et vous avez suivi dans ce journal la réaction des leaders politiques d'un côté, ceux qui contestent cet article, estimant qu'il est antidémocratique et
constitutionnelle au regard des libertés fondamentales garanties par la Constitution pour permettre aux Camerounais, d'où qu'ils viennent, de pouvoir être des candidats à des postes électifs. Un avis que ne partagent pas d'autres Camerounais qui estiment qu'il faut préserver ces minorités autochtones dans certaines villes du Cameroun. Et l'on voit bien comment ce débat sur l'autochtonie embarrasse de plus en plus ou enflamme les débats sur la toile au Cameroun. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir. Deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, c'est Jalin. Madame, monsieur.